Ce soir pour un livre, L'envol vers la liberté d'Aline Kadi aux éditions Fortuna. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rosita Colmenero. Rosita, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent. Très heureux de t'accueillir dans le cadre de cette émission pour parler de ce livre tout particulièrement. Alors c'est un peu atypique parce que finalement parler d'un livre dont l'auteur nous a quittés, est décédé. Oui, en 2006. Et à l'âge de 82 ans. 87. Ah oui, approximativement. De toute façon, oui, on n'est pas entre, à voilà, 80 ans passés toujours, ça ouais. c'est sûr, oui. Alors une femme hors du commun. Oui, j'appelle ça une pionnière en même temps parce que c'est vraiment quelqu'un. Enfin, pourquoi j'ai choisi moi de vouloir en parler de ce livre, c'est parce que vraiment je pense que c'est une personne, c'est une pionnière, c'est quelqu'un qui a mis des énergies et qui nous a ouvert des portes à nous aujourd'hui pour comprendre des choses. Quand j'ai lu ce livre, ça m'a beaucoup apporté dans mon chemin et ça m'apporte toujours. Ça m'amène à la réflexion, ça m'amène à me poser beaucoup de questions par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Quand je vois ce qu'elle a vécu, elle est née en 1917, décédée en 2006. Et quand je vois ce qu'elle a vécu, je me suis dit, mais c'est énorme à cette époque-là, tout ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on m'a parlé pendant cette émission. Mais je trouve ça extraordinaire. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup parlé d'Aileen parce que c'est vrai que ça... peut-être parce que je suis une femme déjà et donc ça m'a beaucoup parlé. Donc c'est vrai qu'Andrew Peter, je veux dire, a aussi son compagnon, son mari, a aussi un impact très important dans ce livre. Mais moi je parlerai beaucoup d'Aileen. Toi, si tu veux parler de Peter, parce que c'est vrai que bon, ouais, j'ai des choses à dire, mais c'est vraiment Aileen son parcours qui m'a beaucoup marqué et par ces petites voix là que tout le monde connaît. Bien, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la petite voix, qui est des messages du divin qu'elle entend. Son livre est basé là-dessus, est basé sur l'amour. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, quand je pose la question aux gens, ils connaissent la petite voix, mais quand on n'a pas lu la biographie d'Aileen, la petite voix ne veut rien dire presque. Elle n'a pas la même Intensité, intensité, profondeur. la même profondeur. Et quand on a eu la biographie et après qu'on lit la petite voix, là, ça frappe et là, ça marque. Je dis ça frappe parce que parfois, quand on lit le petit livre de la petite voix, on tourne les pages et puis on tombe sur une petite méditation par exemple et là boum, ça fait des petites claques comme ça et on le prend plus au sérieux, on le prend plus en profondeur et là on sait de quoi on parle en fait par rapport à l'effort qu'elle a fait, par rapport à tout ce qu'elle a mis en place, par rapport à tout son parcours. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment en son nom, en sa mémoire, comme je dis, on doit honorer ses ancêtres. Je dirais voilà, j'honore parce que franchement, elle nous a servi dans ce monde et je pense qu'on a encore un message, nous, à passer ce soir pour que les personnes puissent se réveiller et suivre cette trace parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et aujourd'hui, on est à un point pour moi de la vie où il faut s'engager, que c'est hyper important et qu'on n'aille pas accuser le voisin ou l'autre de ces problématiques, mais en fin de compte, il faut se regarder soi, se regarder dans le miroir. C'est pas un chemin de vie, c'est pas facile, mais en même temps, le résultat, quand on voit Eileen, qu'elle est décédée à 87 ans, je me dis, voilà quoi, quand on lit le livre, on passe par plusieurs étapes de colère, peut-être aussi de oh là là, elle supporte tout ça, etc. Oh là là, c'est dur. Puis après, quand on finit le livre, on est émerveillé parce qu'on sent cet amour qu'elle porte et au fur et à mesure de son livre, on sent cet amour qui nous transporte et qui nous met des points à chaque fois de voir, ben oui, mais elle a vécu ça, mais en même temps, regarde, voilà, où est-ce qu'elle en est arrivée. Et c'est une force à chaque fois qu'elle acquiert par rapport à l'amour. Et moi, quand j'ai fini le livre, c'était une explosion, quoi. C'était un sourire. Et j'avais envie, je me décidais, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que ça me serve, il faut que ça serve aux gens. C'était vraiment, pour moi, c'est un maître. Aileen Cady est un maître. Alors il est vrai que tu m'as parlé de ce livre, notamment via une émission qu'on a pu faire ensemble. Et vu on va dire l'engouement que tu avais à en parler, et bon, puisqu'on a des goûts communs de surcroît, donc j'ai commandé le livre aux éditions Fortuna, je l'ai reçu. Alors c'est un petit pavé allez, 355 pages. Et, euh, et ça commence fort. Notamment parce que 1917, hein, son année Oui, de oui, naissance, oui. on voit un petit peu à quel point déjà à cette époque-là, c'était difficile de vivre à travers cette époque-là, tout simplement. Entre deux guerres, si je puis dire. Elle a grandi, elle a eu cette chance, quoique il y avait la dépression en 1929 qui a touché toute l'Europe, mais au-delà de ça,
les valeurs morales étaient bien ancrées dans la société. On ne faisait pas tout ce qu'on voulait, surtout quand on était une femme. Surtout quand tu étais une femme, tout à fait. Donc le schéma classique, c'est effectivement d'avoir un mari, des enfants, la femme à la maison, elle s'occupe de ce qu'elle a à s'occuper. Bien entendu, l'adultère n'existe pas. Le divorce, on n'en Surtout parle pas. pas. Donc en plus, avec cette morale judéo-chrétienne qui était très forte, très présente, encore à cette époque-là, et elle a, on va dire, bravé toutes les conventions morales qui étaient posées, toutes ces valeurs, seulement parce qu'elle écoutait son cœur. Alors, ce lui a valu, nous allons en parler ce soir, un chemin de vie qu'on pourrait dire d'un regard extérieur, mais c'est un véritable chemin de croix. Et en même temps, comme tu l'as précisé, de voir où est-ce que cela l'a amené dans l'écoute d'elle-même, surtout de cette petite voix qui s'est déclarée à un moment donné dans sa vie et qui l'a guidée tout du long avec cet homme extraordinaire aussi, Peter Caddy, qu'elle rencontre. Et tous deux vont devenir célèbres, non pas tant peut-être par leur nom, mais surtout pour la communauté spirituelle qu'ils ont créée de Findhorn en Angleterre, et plus précisément en Écosse. Une communauté qui a ancré certaines énergies, a fait en sorte de développer une certaine agriculture qui se fait ou s'est fait sur un terrain à l'image d'Auroville en Inde, qui Auroville c'était dans un désert, en Écosse à Findhorn. Il s'agit de voir que c'était une terre qui n'était pas forcément arable, très difficile de pouvoir faire pousser quoi que ce soit. Ils ont fait des miracles à tel point que bon nombre de journaux, de magazines sont venus les voir, les ont interviewés. Et eux deux, donc Peter et Eileen, de pouvoir voyager à travers le monde pour transmettre des enseignements de développement personnel, des messages aussi, de cette petite voix intérieure. Et effectivement, lorsque tu m'as proposé cette émission, d'ailleurs je ne sais même plus si c'est toi ou moi, ou en tout cas ça s'est fait spontanément, Oui. je me suis dit effectivement qu'il fallait absolument qu'on puisse faire cette émission, tellement ce qu'elle véhicule à travers ce chemin de vie peut être empli d'encouragement pour nous et en même temps de nous montrer à quel point pour celui qui désire s'engager sur un chemin de connaissance de soi, eh bien c'est pas un chemin de tourpeau. C'est pas un chemin de tourpeau, mais en même temps, ça fait voir que, ben oui, parfois quand on est sur le chemin, on se dit, bah, de toute façon, j'y arriverai jamais, parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a des petits trucs qui se mettent. On pense se débarrasser de quelque chose, puis d'un seul coup, on se retrouve, ben, on est toujours dedans. Donc on se dit, bon, bah, de toute façon, ça sert à rien, puisque voilà, j'arrive pas à avancer, ou je veux dire qu'on va s'apitoyer un petit peu sur notre sort. Mais quand on voit son parcours, ben non, elle s'accroche, et puis une fois qu'elle a fini cette barrière-là, eh ben, elle continue, et encore, et encore. Donc en même temps, c'est se dire, ben voilà, c'est un pas après l'autre. Et que bon, on chemine, et que même, eh ben, si on en est encore là aujourd'hui, ben, on est encore là, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de continuer, et qu'il y a des conditionnements qui sont tellement ancrés en nous qu'on peut pas les sortir comme ça d'un seul coup d'un seul. Donc c'est vrai que bon, moi je m'aperçois même moi, quand avoir lu ce livre, que là, je me retrouve encore dans un ah bah tiens, je suis encore devant un petit mur là. Et là, c'est vrai, ça coince, mais le principal, c'est de s'en apercevoir et de se dire, il faut que je lâche. Bon, ben c'est vrai que c'est pas facile de lâcher. Et quand on s'aperçoit qu'en fin de compte, on se fait mal pendant un certain temps, ben c'est là qu'on s'aperçoit qu'une fois que c'est lâché, ben voilà, je me suis fait mal pour en arriver là. Mais en même temps, ben on se dit c'est bien. Je pense que par rapport à tout son parcours, et on peut dire oui, cette souffrance qu'elle a eue quand même, en fin de compte, cette souffrance, c'était que de l'amour. C'était à la base, pour moi, dans ce que j'ai retenu, c'est s'aimer soi. Elle a réussi à s'aimer. Et donc, de ce fait, avoir un amour, ben, déjà pour le divin, puisque le divin est à l'intérieur de nous. Donc, si elle ne peut pas s'aimer, elle ne peut pas aimer le divin. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée à avoir quand même un certain amour inconditionnel vis-à-vis de tout son parcours au fur et à mesure. Mais c'est vrai que nous, êtres humains, on est quand même assez possessifs, euh, sélectifs. On est vraiment dans un oui, possessif, tu m'appartiens, je t'appartiens. Ben, tout ça, c'est des choses qu'il faut quand même, chaque jour, je veux dire, essayer de sortir de ce carcan, de ce conditionnement. Et c'est vrai que c'est pas facile, j'avoue que c'est pas facile. Mais quand on voit qu'une femme comme Eileen Cady, qui est née en 1917 par rapport à son parcours et qui a réussi, et qui est Madame Tout-le-Monde, on peut s'apercevoir que c'est Madame Tout-le-Monde. On va en parler tout à l'heure. Elle est mariée à la base, elle a que 5 enfants. Et voilà, au départ, c'est une Madame Tout-le-Monde. Elle sort pas de chez elle, elle est tranquille, elle est peinarde. Voilà, ben, femme au foyer, voilà, c'est une Madame Tout-le-Monde. Donc, si elle est capable à cette époque-là de le faire, nous aussi on est capable. Et je dirais qu'en plus, on a encore plus de chance parce qu'on est
dans ce monde aujourd'hui où c'est ouvert, où là, il y a plus de possibilités encore que elle, à son époque, c'était beaucoup plus difficile. En même temps, quand on entend son parcours, ça n'avait pas l'air de enfin, difficile, si, de se changer, mais c'était pas par rapport au regard des autres, en fait, qu'elle était inquiète. C'était elle par rapport à sa relation avec Peter et de changer, en fait, par rapport à tout ce qui lui est arrivé, qu'on va parler tout à l'heure. Le livre commence avec notamment celle qui l'a accompagnée pour transmettre eh bien, toute sa vie, hein, sa biographie, Lisa Hollingshead, qui donc a collecté tous ces messages, tous ces différents éléments de sa vie, collectés pour donc écrire cette biographie. Et le début du livre commence par Eileen qui doit s'adresser devant un parterre de personnes lors d'une conférence. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est que malgré, je dirais, son statut de personne qui enseigne, elle fait part de sa timidité, elle fait part de son insécurité à devoir parler, elle. Pourquoi elle devrait-elle parler devant un parterre de monde qui n'attend que sa voix pour qu'elle puisse s'exprimer. Et notamment, voici ce qu'elle nous dit. Je me mis à considérer ces milliers de personnes comme faisant partie de ma famille, et je cessais d'avoir peur. Je ressentis une grande vague d'amour pour chacune des personnes présentes dans cette grande salle en Inde, et je sus que tout ce que j'avais à faire était de partager avec elles ce qui habitait mon cœur. Comme c'est facile, commençai-je de dire. Bien sûr, je veux la paix universelle, mais je ne peux rien y faire. Après tout, je ne suis qu'un individu, je laisse cela aux politiciens. Alors que faisons-nous ? Nous nous retranchons dans nos petites coquilles et nous laissons la perspective de la paix dans le monde se perdre dans le décor parce que nous nous sentons impuissants. Que puis-je y faire, moi, en tant qu'individu ? Où sont mes responsabilités ? Je peux parler de paix universelle, mais ce n'est pas ça qui va la faire arriver. Je peux écrire sur la paix, envoyer des tracts et aller à des manifestations, mais ce n'est pas cela qui la créera. Nous pouvons même organiser de grandes conférences internationales, mais même cela n'apporte pas la paix. Nous avons tous le désir de paix et pourtant, nous l'abordons d'une façon incorrecte. Au lieu de démarrer du sommet, il nous faut commencer par les bases. Nous sommes ce que nous pensons. De la même façon, une nation est ce qu'elle pense. Si son attitude est agressive ou défensive, cela entraînera sûrement la guerre. Quand il y a jalousie, avidité, haine dans le cœur d'une nation, aucun discours sur la paix n'y changera rien. Changez la façon de penser et la conscience de toute une nation et vous verrez alors changer sa politique extérieure. Le monde ne peut être sauvé de l'autodestruction que par un changement de conscience. Cela ne peut se faire en donnant des conférences ou en critiquant les gouvernements. Ce ne sont pas les autres qui doivent changer, mais nous-mêmes. La paix universelle naît en chacun. Elle commence en moi et en vous. Comme une pierre que l'on jette dans un étang, c'est du centre que se propagent sur la surface les ondes concentriques. Nous pouvons commencer dès maintenant. Regardons dans notre cœur. Que se passe-t-il dans notre propre vie, dans notre famille, avec nos collègues de travail ? Que va-t-il arriver après la dispute que j'ai eue avec mon mari hier ? Et au sujet de cette personne rencontrée la semaine dernière, à qui vous avez juré de ne plus dire un mot parce qu'elle refusait de reconnaître votre point de vue. C'est ainsi que la paix est brisée et que commence la guerre. À moins d'apporter l'harmonie dans notre vie quotidienne et d'apprendre à aimer les gens autour de nous, comment espérer parvenir à la paix universelle dans le monde ? C'est l'amour, la compréhension et la tolérance qui amènent la paix. Nous pouvons tous choisir de faire partie de la maladie ou du processus de guérison. Il y a tant de négativité dans le monde. Il n'y a qu'à lire les journaux ou allumer la télévision pour être bombardé de pensées négatives et destructrices. Votre réaction à leur égard est d'importance vitale. Vous pouvez les absorber et vous en laisser imprégner jusqu'à devenir vous-même un élément de cette négativité, ou vous pouvez envoyer de l'amour et aider à transmuter la situation. La négativité est un nuage sombre qui peut vous envelopper complètement, à moins que n'existe, au fond de vous, une lumière assez forte pour le dissoudre. Laissez votre lumière rayonner à tout instant. Plus nous le faisons et plus nous en voyons l'importance, plus vite la négativité et l'obscurité disparaîtront et la paix régnera sur terre. Aussi qu'il y ait de la lumière et toujours plus de lumière au fond de chacun d'entre nous. Une personne pacifique n'oppose pas de résistance à la guerre. Elle cherche à réaliser la paix. Si nous prenons parti, nous pratiquons l'attaque.
Les représailles défensives sont également responsables de la guerre, car nous sommes en guerre dans nos esprits. Nous ne pouvons combattre pour la paix, nous ne pouvons découvrir la nature de la paix, à moins d'être en paix dans nos cœurs. Et la façon d'y arriver est de prier sans arrêt. C'est ce que j'appelle le travail intérieur que chacun de nous devrait faire, non pas simplement de temps en temps, mais constamment. C'est cela qui amènera la paix. Pour comprendre la véritable signification de la paix, détachez-vous des apparences. Fermez les yeux et soyez paisibles. Calmez vos sens et respirez profondément. Laissez des pensées paisibles s'écouler dans votre conscience. Laissez votre cœur se remplir d'amour et de gratitude. Déversez cet amour dans le monde, en le visualisant unifié, joyeux et serein. Pratiquons la paix en commençant la journée dans un état d'esprit paisible, en nous éveillant avec des pensées de paix que nous porterons dans notre vie quotidienne. Il ne peut y avoir unité sans amour. L'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. L'amour est le baume qui guérit toutes les blessures. L'amour est la lumière qui éclaire l'obscurité. L'amour rend global et crée l'unité. L'amour nous incite à donner toujours davantage, de nos talents, de notre capacité d'aider, de nos vies. Avec l'amour, la vie mérite d'être vécue. Là où il y a amour, il y a paix. Quand nous nous aimerons les uns les autres, nous ne prendrons plus cette attitude de retrait pour critiquer le mode de vie des autres, leur religion, leurs rites, croyances et traditions. Quand nous serons en paix avec nous-mêmes, nous n'essaierons plus de changer les autres et nous n'aurons plus peur de nos différences. Alors, relaxons-nous et laissons la paix s'installer dans nos cœurs et nos esprits. Percevons l'unité avec toutes choses et dépassons la surface des choses pour aller au cœur même, là où il n'y a plus de séparation. Si nous arrivons à faire ces changements en nous-mêmes, nous découvrirons qu'ils auront également lieu chez ceux qui nous entourent. Quand nous serons parfaitement en paix au fond de nous-mêmes, tout conflit disparaîtra et nous verrons enfin l'humanité avec les yeux de l'amour. Nous saurons en effet que nous sommes tous un dans le regard divin, car Dieu est amour. Rappelons-nous bien, nous sommes ce que nous pensons et nous créons ce que nous pensons. Nous sommes vraiment des co-créateurs avec Dieu. Voilà donc, j'allais dire une synthèse de tout le livre. Oui, tout à fait. Et puis un beau message pour nous tous. On sent quand même, oui, un super message, et on sent quand même que c'est fort. Hein. Les mots sont forts, la réflexion en même temps de se dire oui, oui, non, mais j'entends bien, mais ce qu'on entend, c'est aimons-nous, nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment ça qui en sort, hein, pour avoir la paix intérieure, pour aimer les uns et les autres. Et si on ne commence pas, bah oui, on peut critiquer effectivement le gouvernement, on peut critiquer son voisin, on peut critiquer son compagnon, on peut critiquer tout le monde, mais ça ne change pas le monde. Et comment on peut être dans un monde de paix si nous-mêmes, on n'arrive pas à installer cette paix intérieure à l'intérieur de nous-mêmes? Même quand, dit bien, c'est l'avenir, ce qu'elle nous fait voir, c'est comment changer ce monde, en fait. Quand on lit après son livre, quand on va revenir tout à l'heure, dans ce que moi je peux entendre là de ce que tu viens de lire, c'est vraiment comment on peut changer ce monde, et elle nous donne une clé, comment on peut changer ce monde, si on s'aimant d'abord nous-mêmes. Quand on s'aime soi-même, on va passer cet héritage aussi à nos enfants, de ce fait, de voir le monde différent, de ne pas être en train de... Aujourd'hui, bien souvent, la majorité du monde, en fait, critique devant ses enfants le gouvernement, va critiquer le voisin, son employeur. Voilà, on est dans un système comme ça. Et donc, l'enfant, lui, va continuer à perpétuer, à recevoir son conditionnement, puis à critiquer aussi. Mais si on commence nous-mêmes à s'aimer, puis à voir les choses différemment, voilà le bel héritage qu'on va pouvoir offrir à nos enfants. C'est ça qui est extraordinaire, et on s'apercevra dans son histoire qu'au départ, d'avoir abandonné ses enfants, sur le coup, ils sont un peu en colère, ils y en veulent, mais qu'à la fin du compte, ils l'aiment. Et ça a changé, tous ces enfants sont dans l'amour pour leur mère, et ça leur a apporté tous quelque chose, et disent merci maman. Parce qu'elle a osé, c'est vrai qu'au départ, on est, on va dire, atypique et différent des autres, donc on n'ose pas trop, parce que sinon on va se faire passer pour des fous, ou alors pour des bisounours, comme on dit ici, mais toi t'es une bisounours. Non, mais au bout du compte, elle a tenu bon, même dans sa souffrance par rapport à la séparation avec ses enfants, et dans l'amour, juste dans l'amour, ses enfants sont retenus vers elle, et puis voilà le travail qu'elle a fait. Aujourd'hui, on parle encore d'elle, quoi, en fait. Alors, je viens juste à corriger le fait qu'elle n'ait pas abandonné ses enfants. Non, elle les a pas abandonnés, pardon. J'ai dit abandonner?
Je dois avoir un problème d'abandon alors. Non, surtout pas, je veux dire qu'elle les a pas abandonnés, dans le sens où, ouais. On va y revenir de toute façon, mais Oui, ce qui, à travers tes propos, est important que j'aimerais reprendre, c'est que à entendre le message que je viens de lire, hein, c'était justement pour... elle avait été invitée en Inde pour un discours sur la paix. oui, Donc effectivement, ce discours que nous venons d'entendre, il est plein de paix et d'amour. et d'espoir. Et en même temps, derrière, on pourrait effectivement dire, ouais, c'est un peu le côté bisounours. Seulement quand on voit la vie qu'elle a eue, tout ce qu'elle a eu à traverser, et nous, comme tu le disais, dans notre société moderne, où nous avons tout ce que nous voulons, là, tout de suite, là, maintenant, et quand on voit tout ce que elle a pu traverser, mais nous sommes des enfants de cœur à côté. C'est en rien comparable avec la vie d'une femme qui a eu l'occasion de vivre autant d'expériences de vie dans une vie. Tout à fait. Et que elle puisse avoir ce message-là, entre guillemets, au final, façon de parler, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, je ne voudrais vraiment pas minimiser ces propos et leur donner une coloration qui n'est certainement pas celle qu'on peut imaginer avec nos projections habituelles. Mais vraiment de lire ce livre qui est vraiment porteur de plein d'espoir, porteur de ce que nous serions à même de pouvoir réaliser en nous-mêmes si nous écoutions cette petite voix intérieure. Et il y a plein de moyens de pouvoir l'écouter, nous aurons l'occasion d'en parler aussi. Alors, pour ce qui est de Hélène, je reprendrai juste ce début où elle parle d'elle-même. Je suis la seconde de 4 enfants et je suis née en 1917 à Alexandrie, en Égypte, dans une famille extrêmement heureuse. Nous habitions en dehors de la ville, dans une maison spacieuse, entourée d'un jardin magnifique avec des palmiers et une grande pelouse, où nos parents donnaient des réceptions. Ils recevaient beaucoup car mon père était directeur de la Barclays Bank. Voilà, juste pour cette petite intro. Donc elle est née à Alexandrie, la lumière du monde. Oui. Intéressant. Et d'une mère anglaise. Je reprends juste ce message qu'elle a reçu parmi sa petite voix, puisque nous allons parler ce soir de ce développement personnel, de cette voix intérieure, de ce cheminement. Voici ce qu'elle reçoit comme message. Hein. C'est pas tant elle qui le dit, quoique. Tu ne peux espérer croître spirituellement si tu n'es pas prête à changer. Au début, les changements seront peut-être imperceptibles, mais plus tu avanceras sur le chemin, plus ils seront rigoureux et ils deviendront essentiels. Parfois, il est nécessaire de passer par un bouleversement total dans sa manière de vivre. Parfois aussi, certaines formes de bonté peuvent sembler cruelles quand l'ancien est coupé pour révéler le nouveau. Aussi, n'éprouve pas de ressentiment. Des perturbations considérables doivent avoir lieu. Sois préparé à les accepter, glisse avec elles, aide-les mêmes à se manifester plus vite. Oui, on peut l'entendre, mais quand on est dedans, c'est quand même tout à fait autre chose. Là, on voit, je ne sais pas si par rapport à ça, dans le début de sa vie, mais on dit que c'était une enfant très heureuse, parce que tu viens de dire, là, voilà. Mais après, quand elle part quand même à l'âge de 6 ans de sa famille, parce elle part avec son frère pour étudier En Irlande. en Irlande. Là, c'est un déchirement quand même, elle en parle. C'est vraiment dur pour elle de laisser son père et sa mère, surtout son père d'ailleurs. Pour qui c'est un héros. Hein. Oui, pour qui c'est un héros et qu'elle adorait aller à son travail avec. Elle explique parce qu'elle est restée sage et elle l'écoutait religieusement. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, que sa mère et son père ne lui ont pas imposé, je dirais, au niveau religieux quoi que ce soit. Voilà, ils ne parlaient pas, ils n'allaient pas à l'église non plus. C'est important par rapport au déroulement, je pense, de l'histoire. Tout à fait, oui. Donc là, elle est heureuse, quoi. Sa mère était quelqu'un de très discrète et qui n'aimait pas trop la foule. Dans l'ombre de son père. Exactement, était dans l'ombre. Alors, oui, quand on dit dans l'ombre, oui, voilà. Elle se rangeait derrière. Moi, je dirais pas dans l'ombre. En même temps, je dirais derrière. Elle se mettait derrière parce que c'était en même temps sa volonté, hein, sa mère, de ne pas être. C'est pas son père qui lui fait. Je voulais dire pour les auditeurs qu'on pourrait mal comprendre que c'est pas le père qui faisait de l'ombre à la mère, c'est la mère qui se mettait derrière pour être à l'ombre pour personne ne la voie. Et puis c'est ce qui lui arrangeait bien puisqu'elle n'aimait pas
trop la société. Donc, si elle recevait du monde, puisque comme il travaillait dans une banque, il recevait quand même des gens assez haut placés, c'est pour elle, c'était un effort. Sinon, c'était avec ses enfants qu'elle se plaisait le mieux. Et quand Aileen est partie avec son frère pour apprendre, c'est vrai que là, c'était quand même un dépaysement complètement. C'est l'arrachement en même temps, à 6 ans. On voit plus les parents et c'est par la tante qu'elle est élevée, donc du coup. Oui, donc en Irlande, faire des études, notamment là où son propre père avait étudié, et aussi pour leur petit frère, parce qu'effectivement, elle part avec sa sœur, elles sont toutes les deux hébergées chez leur tante en Irlande, et il y a le petit frère qui lui aussi va dans une école qui se trouve être l'école où avait étudié son propre père à Eileen. En même temps, ils retournent tous les ans régulièrement pour les vacances Oui. d'été à Alexandrie, retrouver la famille, et ils vivent, j'allais dire, une vie comme ça qui est relativement bien, où bon, ils ont cette éducation anglo-saxonne, et puis profiter des vacances à Alexandrie. Seulement voilà, c'est à l'âge de 16 ans, en tout cas pour Eileen. Je pense, si tu peux me le Je t'en prie, permettre, vas-y. là, il y a aussi le moment aussi qui, je pense, qui est intéressant de dire que là, avec sa tante, qui est elle chrétienne en fait, elle apprend à savoir ce qu'est Dieu. Et elle adore écouter sa tante. Elle n'était pas très douée, Aileen, pour les études. Hein, ça la saoulait, elle n'arrivait pas, quoi. En fait, elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à enregistrer. Oui, alors que Donc sa ça, c'est sœur, elle, important aussi, que sa ouais. sœur avait des facultés, et elle, c'était très bien. Donc elle se sous-estimait par rapport à ça. Mais par contre, avec sa tante, elle adorait, c'est d'aller à l'église avec sa tante et puis d'écouter des passages de la Bible, ce qui lui apprenait, on peut dire, met un petit pied à l'étrier pour savoir ce qu'est Dieu, puis d'avoir quand même une foi. Donc ça, elle adorait faire ça. Mm. Et il est vrai que sa tante souhaitait à ce qu'elle suive des études de catéchisme, Oui, qu'elle appréciait pas forcément, elle comprenait pas tout. Par contre, elle appréciait la Bible en elle-même. Elle oui. trouvait qu'il y avait des choses très intéressantes dedans. Des passages, Mm. des choses ça devait lui parler, hein, sans doute. Hein. Quand il a fallu qu'elle fasse sa confirmation, elle a refusé d'ailleurs, parce que non, là, ça lui parlait plus. Mais là, d'entendre, oui, sa tante parler de la Bible et d'avoir des versets de la Bible, là, ça l'intéressait. Mais d'aller plus loin, elle, de rentrer dans quelque chose de religieux, on peut dire ça comme ça, hein, catholique, non, ça l'intéressait pas. Donc c'est à l'âge de 16 ans Oui, où elle est en pension en Angleterre avec sa sœur. Donc en plus d'avoir été chez sa tante, hein, elle avait la pension à côté. Et c'est vrai que la génération de nos parents, c'était régulier que d'aller en pension généralement. Enfin, il y a bon nombre d'enfants qui allaient en pension, soit parce que les parents souhaitaient s'en décharger, soit parce qu'il était plus facile de mettre dans une pension pour garçons ou pour filles, puisqu'il n'y avait pas de mixité à l'époque. Donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est pas forcément évident d'être coupé, j'allais dire, du giron maternel de la famille, hein, et puis de voguer comme ça, sans vraiment de repères, avec une éducation très stricte, hein, à oui, l'époque. bien sûr. En dehors de ça, donc, elle a 18 ans quand son père décède, Oui. Elle a 16 ans. 16 ans. 16 ans et sa mère est décédée 2 ans après, Voilà, donc elle se retrouve sans parents à l'âge sans de parents. 18 ans. Elle apprend en fait en pensionnat, on l'appelle et on lui annonce que son père, par télégramme en fait, sa mère lui dit que son père est décédé. Donc télégramme, c'est un télégramme, hein, donc c'est mot pour mot, rentre. Voilà, et elle rentre et là, son père décède. Et comme elle dit, quand elle ressent son père à l'intérieur comme si qu'il était présent, qu'il est toujours plein d'amour à côté d'elle. Mm. Elle le précise. Donc ça l'aide quand même à passer au-dessus, parce qu'en fin de compte, elle est comme si qu'il l'avait jamais quitté. Il est présent en elle. Elle sent vraiment présent en elle. Après, ce qui était plus difficile, c'est que sa mère, qui était toujours dans l'ombre de son père, quand son père est parti, elle s'est retrouvée complètement perdue, avec un frère, parce qu'Aileen avait un frère. Oui, un jeune frère qui s'appelle Rex à Oui, l'époque, et qui était épileptique. voilà. Donc il avait un problème, et puis les crises épileptiques ne se devaient pas se traiter comme aujourd'hui ça peut se traiter. Donc il fallait toujours l'accompagner et y être à côté. Donc une fois que sa mère a voulu rentrer en Angleterre. D'abord, non, c'est Aileen qui a décidé d'aller à côté de sa mère parce qu'elle avait du mal à supporter justement le décès de son mari, et puis de s'occuper surtout de son frère. Et au bout de 2 ans, sa mère a demandé de rentrer en Angleterre. Donc Aileen est rentrée en Angleterre et elle est restée que quelques mois parce qu'elle est décédée suite à son chagrin, je pense, Oui. son chagrin tout simplement d'avoir perdu son mari et puis de se retrouver complètement perdue en fait.
De surcroît, 4 ans après, son plus jeune frère, Rex, meurt. Oui. Donc, bon, On voit quand même que c'est une vie qui n'est pas quand même facile. On va dire, bah oui, bah elle avait une belle vie. Bah oui, mais en même temps, voilà, c'est pas. Elle est quand même, elle est passée quand même par des moments relativement durs, quand même. Puis des choix à faire. Elle était jeune quand même. Hein, 18 ans, plus de mère, plus de père. Voilà, c'est pas facile. Hein. Alors, effectivement, avec l'éducation stricte hein, du pensionnat, d'aller à l'étranger, et puis d'aller juste pour les vacances d'été, retrouver ses parents et sa famille d'une manière générale, à l'âge de 16 ans de perdre son père, 2 années après sa mère, et encore 2 années après donc son jeune frère. Elle se retrouve donc à 18 ans sans parents, et avec son frère Paddy, et de ce qu'ils peuvent avoir suite au décès de leur famille, eh bien, décident d'acheter une auberge qui se trouve près d'une base militaire aérienne, la RAF, hein, donc Air l'armée. Force. Oui, enfin l'Air Force, ça c'est chez les Américains, mais la RAF, c'est bon, en Angleterre en tout Oui, cas. oui. Donc ils prennent une auberge près d'une base aérienne et ils donnent beaucoup tous les deux de leur temps. Hein. On peut dire que là, Aileen donne énormément, mais sans vraiment grande conviction. Elle se retrouve là, elle trouve que la vie est extrêmement difficile. Et puis, comme il y a beaucoup de militaires qui passent, il y a un beau lieutenant qui se trouve être là, présent, et de fil en aiguille, ils apprennent à se connaître. Il s'agit de Andrew Combe, et quelques années après, donc, ils se marient. Elle s'est mariée, je crois, à 20 ans, hein, donc c'est relativement proche en même temps. Hein, je pense qu'à cette époque-là, de toute façon, on choisissait un mari, et puis on se mariait en tant que femme, hein, et puis voilà, et puis on avait nos enfants, et puis terminé, quoi. C'était assez. Bon, en plus, comme on l'a eu comme exemple, je veux dire, deux parents où la maman était toujours derrière l'ombre, derrière son père. Voilà, il fallait respecter, il fallait accompagner. Elle explique en même temps dedans, hein, accompagner le mari, quoi, en fait. Hein, vraiment, voilà, il faut être à côté de lui, il faut élever les enfants, il faut, voilà, c'est tout. Il fallait être présente à côté. Femme obéissante, hein, d'un Oui, côté, surtout tout à là, pour fait. le coup, avec un mari militaire, mais qui est gentleman, respectueux, avec un ordre moral assez important. D'ailleurs, il est important de le préciser, cet homme, donc son mari, Andrew Combe, rencontre ou découvre ce qu'on appelle le MRA à l'époque, c'est-à-dire le réarmement moral. Alors, c'est pas d'alcool, enfin, c'est très strict. Hein, Pas de maquillage. ouais, c'est aller à l'essentiel. Je dis pas qu'ils sont chez les Mormons, mais il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, où il n'y a pas d'excès, qu'importe les excès, pas de fioritures, c'est quelque chose qui va à l'essence, mais avec un dogme très fort et très dur. Donc on n'est pas là pour s'amuser, quoi, un peu grosso modo. Hein. Donc elle-même, ayant la foi qui la tenait, suit là aussi son mari, qui lui pratique. Il y a des groupes de méditation. Alors les groupes de méditation que faisait le MRA, hein, c'est intéressant parce qu'Andrew était militaire en parallèle. Hein. Oui. Ils avaient comme exercice, je ne sais pas si tu te rappelles, de s'asseoir, de méditer, de prendre un calepin, un crayon, et puis de voir ce que leur disait leur voix intérieure, et puis de noter. Oui, tout à fait. Une sorte de canalisation comme ça, d'écriture automatique de ce qui pourrait advenir. Donc des exercices de cet ordre-là, et puis donc de la méditation. Et là, elle précise en fait que rien ne vient chez elle en fait, il y a pas, et que pour faire, bon, pour pas paraître un peu neuneux et pas, voilà, elle écrit des petites choses comme ça, mais elle les écrit comme ça, mais c'était en conscience, quoi, c'est pas sa petite voix, voilà, elle écrit deux trois petits trucs pour dire ça y est, j'ai écrit quelque chose pour pas paraître différente des autres. Mais à ce moment-là, absolument rien, il n'y a pas de petite voix, rien du tout qui lui parle. Après, elle le dit bien, qu'elle essaye après, puisqu'elle a les enfants, parce qu'elle va avoir 5 enfants comme avec Andrew, elle essaye de moins en moins d'y aller, quoi, en fait, de moins sortir là-bas, d'être de moins en moins présente, et toutes les excuses sont bonnes pour pas suivre son mari, en fait, dans ses sorties. Oui, donc elle s'occupe des enfants, donc entre tout ce que cela peut incomber à une femme au foyer avec 5 enfants, ça devient quand même assez difficile. Sauf qu'ils sont peut-être pas 5 là au début, parce qu'ils auront Non, l'occasion de voyager par la suite. tous les Son trois mari ans, ils déménagent, en voilà, fait. sera muté. Donc ils partent notamment aux États-Unis, ils vont y vivre donc quelques années. Et puis par la suite, Andrew est muté en Irak. Intéressant. Alors je sais plus si il est mentionné l'année, mais à la rigueur, bon, c'est C'est pas pas grave en forcément soi, hein, important. non.
Donc c'est en Irak où elle rencontre un homme qui s'appelle Peter Caddy, le fameux Peter Caddy. Alors ce qui est intéressant, c'est que Peter, à l'époque, travaillait là aussi pour le gouvernement anglais, hein, au sein de la base militaire, et écrivait des nouvelles ou des articles pour le journal local. Et Andrew, ayant lu un article de Peter, est très intéressé par l'aspect moral, justement, ou les valeurs qui sont écrites. Et donc fait connaissance avec Peter, et Peter est amené à la maison, où là, pour le coup, ils se rencontrent, j'entends Eileen et Peter. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se créer entre eux, gentiment, je dirais, au début. Andrew partant souvent en voyage à droite à gauche pour des missions, Peter de même, mais lorsque Peter a l'occasion de revenir à la base, toujours en Irak, eh bien passe voir Eileen ou le couple, et puis parle, échange, partage. Et ce qui est intéressant, c'est que Peter se rend compte très rapidement que Eileen est réceptive à certaines choses, notamment en rapport avec tout ce qui a trait à la spiritualité. En fait, quand au départ elle dit, elle le dit, elle l'écoute, elle aime. De toute façon, avec Andrew, euh, il n'y a pas tellement de dialogue avec Andrew. Donc, bon, puis il est souvent parti. Donc, elle est retranchée avec ses enfants. Bon, elle adore ses enfants, elle leur apprend plein de choses. Mais quand Peter arrive et qu'Andrew n'est pas là, c'est son petit rayon de soleil en même temps. Et il lui parle de choses, de spiritualité, que en fait, elle ne comprend même pas, elle le dit, en fait, qu'elle ne comprend pas forcément ce que dit Peter. Mais elle n'ose pas, elle s'aperçoit que Peter, il y a tellement une vérité dans ce qu'il peut dire, qu'en fait, eh ben, elle l'écoute et puis elle ne met pas en porte-à-faux ce qu'il peut raconter. Parce que c'est Elle est vraiment... très très étonnée, mais en même temps, voici ce qu'il nous dit. À plusieurs occasions, alors que nous nous étions tous deux installés sous la véranda et que je faisais du raccommodage, Peter me rapporta des histoires extraordinaires. Je l'écoutais tranquillement, tout en ne comprenant pas la moitié de ce qu'il disait, mais je l'encourageais à Oui. m'en raconter davantage. En moi, quelque chose de profond résonnait à ses paroles, mais à l'époque, je n'en étais pas consciente. Il faisait partie d'un groupe qui étudiait les anciens mystères et les vérités spirituelles, et il disait avoir reçu un enseignement d'un maître de sagesse. Il disait aussi que Dieu est en chacun de nous et en toutes choses. Cela me paraissait monstrueux. Ce n'était pas ce qu'enseignait l'Église. Il y avait tant de choses dans ce qu'il disait qui étaient en contradiction avec la religion traditionnelle dans laquelle j'avais été élevé. Mais je ne discutais pas et ne l'interrompais pas, car il paraissait bien informé, et de toute façon, je n'y connaissais pas grand-chose. Et là, on voit par rapport à où est-ce qu'elle en est, quand elle dit que Dieu est en nous, ça lui paraissait monstrueux, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Mais en même temps, elle sent que quand même que Peter dit des choses qui sont sensées, et que bon, ben, j'écoute. Je pense que en même temps, ça la faisait voyager aussi, en même temps, hein. Par rapport à ces histoires, Eileen nous dit « Je ne savais que penser. De toute évidence, Peter ne mentait pas. Tout cela était assez étrange, mais en tout cas captivant. C'était la première personne que je rencontrais qui était en relation avec des médiums et avec le domaine occulte et spirituel. Je fus dérouté lorsqu'il évoqua des maîtres spirituels tels que Kutumi, Moria, Hilarion, qui œuvraient à des niveaux supérieurs, entre guillemets, pour transmettre par le canal d'autres personnes la connaissance et la guérison spirituelle. Et ça donc c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Dans les années 30, 30. 30 là. Mhm. Oui, non, mais Quand ça même paraît énorme. fou, hein, c'est énorme. Alors d'ailleurs, Peter raconte une de ses histoires où il explique qu'il a eu l'intention à un moment donné de partir dans l'Himalaya pour aller dans un centre où il devait y avoir un certain lama, et il voulait voir s'il y avait encore les enseignements ésotériques cachés qui étaient maintenus dans l'Himalaya auparavant, et de le voir de son propre chef. Donc il s'y rend, il a fait donc dans l'Himalaya, il monte une équipe, il fait plusieurs centaines de kilomètres Oui, comme ça oui, à oui. pied. Il réussit à trouver le temple en question, et il en redescend en sachant que sa voix à lui n'est pas ici, que ce dont était détenteur le peuple tibétain a été transmis ailleurs, s'est répandu à la surface de la terre. Donc il ne sait pas où aller ou quoi faire, mais en tout cas il suit cette petite voix intérieure qui lui est propre à Peter. Parce que la distinction dont on va s'apercevoir par la suite, c'est que Peter donc, a eu une initiation apparemment avec un maître, mais on n'en sait pas plus sur le maître en question dès son plus jeune âge. Et Peter, on lui a appris à écouter, je dirais, son ressenti.
Oui, tout à fait. Et plus dans le ressenti, et il n'a jamais entendu, d'ailleurs c'était dans le livre, qu'il n'a jamais entendu sa petite voix intérieure, mais dans le ressenti. Quand il sentait qu'il fallait aller là, il allait là, sans savoir pour qui, pourquoi, mais j'y vais. Et lui, là-dedans, avait une force, je pense qu'il avait mis Dieu. Je veux dire, après, je pense, ses initiations, et avec comment on peut dire, son enseignement avec ses maîtres, de Dieu en premier plan. Et que le reste, après, bon, ben voilà, ça devait suivre derrière, mais c'est d'abord Dieu qui est en premier plan. On va le découvrir au fur et à mesure dans le livre, et ce qui n'est pas facile d'ailleurs par rapport à Eileen, parce que lui, c'est d'abord Dieu avant, et c'est pas évident. Et là, quand il disait qu'il est arrivé au temple, il s'est aperçu aussi que c'était plus, ça correspondait plus, c'était du passé aussi en même temps. Il explique que c'est du passé et qu'il y a autre chose maintenant à faire et à mettre en place. Donc, en tout cas, ils sont amenés à quitter, à quitter l'Irak. Alors là, pour le coup, c'est intéressant parce que à travers toutes ces histoires que lui raconte Peter, il y a quelque chose qui se tisse où Eileen se trouve être attirée par cet homme, mais n'envisage pas un Pas seul sur instant. seconde. Non. Hein, pour elle, c'est inenvisageable, alors qu'elle est mariée, 5 enfants, de quitter Andrew pour Peter. Seulement, il s'avère que avant de pouvoir quitter l'Irak, Andrew demande à Peter d'emmener Eileen, je crois que c'est en Irlande ou en Angleterre, en tout cas avant que la mutation se fasse pleinement pour les enfants qu'ils puissent faire la rentrée Oui, scolaire. elle devait rentrer, et en fin de compte, Andrew, vous ne pouvez pas l'accompagner. Et justement, à ce moment-là, c'était intéressant parce que Eileen ressentait quelque chose qui la dérangeait. Et elle voulait pas, je veux dire, partir ce jour-là et pensait que par rapport elle avait un mauvais pressentiment et elle pouvait penser que dans l'avion, il pouvait très bien se passer quelque chose qui n'était pas bon. Donc elle demande à Andrew s'il peut changer cette date de voyage parce qu'elle ne veut pas partir à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Andrew n'a pas voulu et qu'elle se retrouve donc avec Peter, parce que Peter lui propose, lui, son aide, de l'accompagner, de la retrouver à un moment donné, je ne sais plus dans quel pays, de la retrouver pour pouvoir après faire le transfert, s'occuper d'elle et des enfants, ce qu'il fit d'ailleurs est très bien. Et là, il y a des choses quand même qui se passent au-delà, je veux dire, d'eux-mêmes en fait. Je pense que Peter n'avait pas encore cette conscience. Et je pense qu'il n'était pas encore là, qu'il n'avait pas encore conscience que qu'ils avaient quelque chose à faire ensemble. Ouais, en fait, ça, on l'aperçoit peut-être un peu par la suite via Shina, parce que ce que ne sait pas, ce que ne sait pas Eileen, c'est que Peter est marié ou a été marié. En Elle fait, était mariée, mais enfin, ils vivaient ensemble, mais ils n'étaient pas encore divorcés. Mais à ce moment-là, il n'a pas encore eu, je pense pas qu'il a pas, c'est pas, il a pas encore eu la petite voix qui lui a dit, ben si, là on lui a dit, là il l'a entendu une fois, elle a dit, il faut que tu fasses quelque chose avec avec Eileen. Aileen. Et là, à ce moment-là, il l'avait pas encore. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de l'histoire que c'est vrai qu'il se rapproche et que Aileen, effectivement, ne peut même pas soupçonner un seul instant, parce qu'à cette époque-là, de toute façon, on était mariés, enfants, le divorce, même pas, ça lui effleurait l'esprit. Mais elle s'aperçoit au fur et à mesure quand Peter lui envoie des fois des courriers parce qu'elle est partie, elle s'aperçoit que elle garde les lettres, des fois, il ne veut pas les faire voir à Andrew parce qu'il y a quelque chose qui commence à se tisser. En fait, elle ne s'en rend pas compte, mais il y a quelque chose déjà qui se met en place. Et elle se pose pourquoi la question, pourquoi j'y ai pas dit, quoi, en fait, alors que dans le courrier, il n'y a absolument rien de compromettant parce que c'est encore rien passé. Voici ce que dit justement Peter. Euh, Peu de temps après, Peter vint me rendre visite à nouveau. Alors que nous étions assis de part et d'autre du canapé, il me dit : « Je viens d'avoir une expérience tellement extraordinaire que je dois vous en faire part. » Il pouvait à peine contenir son excitation. Quand j'étais à Jérusalem la semaine dernière, j'ai ressenti comme une urgence de grimper au sommet de la montagne qui domine la ville. J'étais allongé sur le sol au sommet et soudain, il me vint à l'esprit que vous étiez mon autre moitié. C'est la première fois que j'entends réellement une voix intérieure. Il me regarda dans l'expectative. Je levai les yeux de mon ouvrage, m'attendant un peu à ce qu'il soit en train de se moquer de moi, mais je vis ses yeux bleus et brillants qui me fixaient avec une telle intensité que j'éclatai de rire. « Peter, ce n'est pas sérieux, protestai-je. Avec un mari et 5 enfants, je suis une autre moitié bien peu probable. De plus, vous êtes marié également. » Il parut si déconfit que je posai ma main sur son bras et lui dis plus gentiment : « Peter, ce qui doit être sera. Laissons cela ainsi pour le moment, d'accord ? »
Donc, bien entendu, elle n'a jamais raconté cette conversation à Andrew. Non, non, forcément. Là, ça devenait du coup compromettant et bon, même si c'était rien passé, ça ne pouvait pas exister. Mais de toute façon, elle ne pouvait même pas le dire parce qu'elle n'y croyait même pas à ce moment-là. Elle n'était pas encore, elle se rendait pas compte en fait de ce qui se passait. Mais toutes ces, là, il est intéressant de voir que quand Peter lui raconte en fait toutes ces histoires, c'est comme, on peut dire que ça la reconnecte elle à quelque chose en fait. Ça la met quelque part sur la voie, et quand il raconte son histoire, ça la prépare justement à ce qui va se passer derrière. Quand on lit une histoire, après on s'aperçoit qu'en fin de compte, tout c'est un cheminement, et que là c'est bien la main de Dieu, entre guillemets, le divin, qui fait en sorte que tout se passe correctement, et là on s'aperçoit que quand il lui raconte toutes ces histoires rocambolesques et qu'elle n'y croit pas, en même temps pour elle c'est une vérité. Elle veut même pas, ça paraît, c'est une vérité dans la bouche de Peter, donc même pas elle met en doute. Moi, j'y connais rien, mais en même temps, je l'écoute. Et là, il y a des choses qui s'inscrivent en elle pour pouvoir préparer la suite. Sans compter que Peter est franc du collier, hein, quant Oui, au message qu'il reçoit. Il fait part à un moment donné à Eileen d'un voyage qu'il fait aux Philippines, où Peter est amené à rencontrer une femme. Et cette femme s'appelle Naomi, et cette dernière est médium. Et donc Peter dit avoir médité avec Naomi, et cette dernière a reçu le message d'un grand être spirituel qui lui a dit qu'elle et moi, donc elle et moi j'entends, oui, avions vécu ensemble plusieurs vies et que nous avions été amenés à nous rejoindre des deux bouts de la terre pour un travail spécifique. Alors à ce moment-là, Eileen est en train de faire de la couture. Elle me dit « Je ne fis aucun commentaire et continue ma couture. » Genre, qu'est-ce qu'il me raconte? Cet aspect du monde de Peter m'était étranger. Rien dans ma propre expérience de vie ne me permettait d'en juger. Aussi l'écoutai-je et enfouis le léger sentiment d'inquiétude tout au fond de mon esprit. Donc voilà, ça c'était... bah voilà, on a la date, hein, enfin. Donc c'était après-guerre, hein, c'était en 1953. Ils étaient donc toujours en Irak. Donc c'était après la guerre. Donc on précise comme ça pour qu'on ait une oui. idée chronologique quand on a l'occasion de vous en donner parmi les différentes dates que l'on retrouve dans le livre. Puis l'atmosphère quand même, hein, la guerre, etc. Hein, Ouais, oui. à compter, juste pour la parenthèse, que lorsque Londres est débombardée et qu'elle était à ce moment-là avec ses enfants et Andrew, elle s'en est jamais fait hein, lorsque la ville Non, était bombardée. Hein. Elle était persuadée que rien ne leur arriverait. Et donc ils n'ont jamais été dans les abris souterrains. tout à fait. Tout Parce à qu'elle fait. était persuadée que personne ne serait touché, qu'ils avaient des choses à faire plus tard, Oui, qu'elle était destinée à autre chose. Donc, et en fait, elle était tellement sereine que quand les bombes tombaient, que ses enfants demandaient «Maman, qu'est-ce qui se passe?» «Non, non, t'inquiète pas, il se passe rien, il n'y a rien d'extraordinaire qui a lieu, tu ne crains rien, il n'y a aucun danger.» Donc les enfants étaient sereins. comme quoi, je veux dire que quand on a... Donc elle avait quand même quelque chose de spécifique, un peu Quelque quand même, chose ouais, hein, qu'elle n'expliquait pas, qui qu'elle n'expliquait... Expliquez pas. Merci. Mais qu'en même temps, il y avait quelque chose à l'intérieur, une force intérieure quand même qui l'a rassurée, parce que la majorité des gens quand même, même nous, si on avait des bombes à côté, je ne sais pas comment on va réagir, mais là, elle était vraiment sereine et elle dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc il y avait quand même une force et une foi à l'intérieur, au-delà, si elle mettait pas de mots dessus, mais ça pouvait lui paraître que c'était elle, tout simplement. Hein. Donc retour en Angleterre, Oui, et donc pour avoir peut-être un peu le détail quand même, il se retrouve à Londres chez l'ancienne femme de Peter qui est Sheena. Et voici ce que nous dit Eileen. Cette nuit-là, je tombais amoureuse pour la première fois de ma vie. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle s'était mariée, avait eu des enfants, mais n'était pas amoureuse d'Andrew. tout à fait. Mon cœur était prêt à éclater tant il débordait d'amour et de tendresse, et Peter également était visiblement ému par l'intensité de nos sentiments. Cependant, une partie de moi réprouvait tout cela. Ce n'était pas possible que moi, une femme mariée, je tombe amoureuse d'un homme marié. Mais en même temps, c'était comme si cela devait arriver. Je sus, sans aucun doute possible, que je devais être avec cet homme. Maintenant, je comprenais ce qu'il avait voulu dire en parlant de nous comme les deux moitiés d'un tout. Peter me reconduisit à la maison et nous passâmes la nuit ensemble. Pour la première fois de ma vie, je me sentis totalement moi-même. Je m'étais engagé en un instant à tout ce que la vie avec Peter Caddy me réservait, sans considérer ce que cela pouvait vouloir dire. J'étais incapable de résister à cet amour qui s'engouffrait en moi. Ma première pensée fut pour Andrew. Je devais le lui dire immédiatement. Peu importe si c'était choquant,
Je vais tout faire au grand jour. Peter était étrangement insouciant à l'égard de Sheena, donc son ex-femme ou sa femme. Nous n'avons pas vécu ensemble comme mari et femme depuis quelque temps, m'apprit-il. Je l'ai toujours tenue informée de tout et elle a confirmé que tu étais mon autre moitié. Voilà. Alors cela, Aileen ne pouvait l'admettre. Et là, on va commencer à parler de Sheena parce que c'est un personnage aussi. Ah oui, là, oui, quand même assez qui peut heurter quand on lit, hein. Et oui, en même temps, qu'on peut comprendre aussi pourquoi, parce que ça permet aussi à Eileen de dépasser certaines choses, hein, parce que de faire comme le roseau, hein, de se plier pour pouvoir après mieux se redresser et pour qu'elle soit un roc et que par rapport à tout ce qui va se passer après, qu'elle puisse bien être en communication avec le divin, parce que c'est ça qui l'a sauvée en même temps, hein, c'est juste ça par rapport à tout ce qui est arrivé. Parce que bon, quand même, quand on part, elle part, je veux dire, de chez elle. Elle pense qu'elle va pouvoir revenir en fait, hein. Elle va voir, et je crois, il me semble que c'est sa famille, son frère qu'elle va voir, ou sa tante. Ouais, c'est son frère à un moment donné, mais on va y venir juste après parce que D'accord. je voudrais juste qu'on décrive un petit peu qui est Sheena. Donc Peter fait je dirais une confiance aveugle Oui. sur son ex-femme. Il considère que Sheena est, je vais vous lire, voilà. Sheena était une belle femme, plus grande que moi, c'est Eileen qui parle, brune avec de jolis yeux. Je me souviens qu'elle était sérieuse et très sévère, surtout avec moi. Elle donnait l'impression d'être distante, un peu à part, et malgré tout, elle exerçait une puissante influence sur son entourage. Peter l'aimait profondément et aurait fait n'importe quoi pour elle. Leur rencontre avait été une de ces étranges coïncidences dont la vie de Peter semblait remplie. Il voyageait dans le train de Londres et en face de lui se trouvait Sheena qui lisait « L'Évangile du verso de Jésus-Christ », un livre de Lévi que Peter venait d'achever récemment. Ils entamèrent une conversation et découvrirent qu'ils avaient beaucoup de points en commun. Peter, par la suite, vint la voir régulièrement dans son appartement de Lupus Street. Il rejoignit le groupe des disciples qui grandissaient autour d'elle. Sheena avait une mission dans la vie, transformer le monde grâce à l'amour. Bien que je ne ressentisse moi-même jamais cet amour, je pense qu'il était réel, car je l'ai vu aider d'autres personnes dans leur quête de la vérité spirituelle. Elle attirait de plus en plus de monde et son rôle de maître spirituel se développa. Elle ne donnait jamais de conseils aux autres, mais encourageait chacun à découvrir sa propre direction intérieure. Elle en fit de même avec moi. Elle était fermement convaincue que Dieu est en chacun de nous et que nous sommes une expression de Dieu. Son enseignement, entre guillemets, visait à renforcer notre foi dans ce monde intérieur et à nous encourager à la mettre en pratique dans notre vie. Avec moi, Sheena dut affronter de terribles résistances. Je n'étais pas venu à elle de mon plein gré, et je ne recherchais pas consciemment la signification de Dieu dans ma vie. Je n'étais même pas sûr que c'était bien la voix de Dieu que je continuais à entendre. Et par-dessus tout, je ne pouvais croire que les visions troublantes que je commençais à recevoir fussent d'inspiration divine. Pour autant que je sache, elles pouvaient aussi bien être l'œuvre du diable que dues à ma détresse émotionnelle. Je n'étais ici que pour Peter, en définitive. La majeure partie du temps, je restais avec Sheena qui était souvent malade. Je devais prendre soin d'elle et lui préparer ses repas. Elle était très exigeante. Tout devait être fait parfaitement et elle insistait pour que je sois d'une ponctualité absolue. Donc là, elle nous donne différents exemples. C'est la tartine de pain beurré. Elle retourne, après elle a oublié l'œuf, était trop cuit, donc Sheena lui demande de le refaire cuire. C'est vrai, quand on lit ce passage, on se dit, mais elle est monstrueuse, elle se sert d'elle. Mais comme tu dis au départ, c'est marqué qu'elle ne donne pas de conseils, mais elle est... Tu peux répéter au départ, je crois que c'était important. Ouais, elle ne donnait jamais de conseils aux autres, mais encourageait chacun à découvrir sa propre direction intérieure. Voilà, je pense que ça c'est important de le noter, parce qu'elle ne donnait pas de conseils, mais chacun a sa voix intérieure, et qui connaît, est-ce que mieux que nous, on connaît justement notre propre vérité, c'est d'aller chercher au fond de nous-mêmes, d'écouter notre petite voix. Donc ça, je pense que c'est intéressant quand même, parce que ça veut voir quand même que c'était pas un gourou là du coup, parce qu'elle cherchait, elle donnait des conseils aux autres, et en même temps, bon, je pense que c'était un maître, mais qui était, bon, à un moment donné, avec Eileen, quand on voit, parce qu'elle a une amie, après elle parle d'une amie, ils s'entendent très bien, tout va très bien, Dorothy, mais là, ouais. voilà, Dorothy, mais là, elle lui demande la perfection. Là, c'était vraiment ça, c'est la perfection. C'est que rien ne devait dépasser, ça devait être... Et puis bon, elle a appelé Eileen au milieu de la nuit, peu importe, mais il fallait toujours qu'elle soit à son service. Alors j'imagine Eileen qui vient de quitter ses 5 enfants, et que c'était quand même douloureux. Alors en fait, comme je l'ai lu tout à l'heure, Aileen,
donc a cette nuit d'amour avec Peter. Ne pouvant rien cacher, elle en parle à Andrew. Et Andrew elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? T'étais En fait, complètement folle, elle hein. lui envoie un courrier. Elle envoie un courrier à Andrew pour lui dire en fait Ce qui s'était passé, ce ouais. qui s'était passé. Et elle voulait, en entendant mettre ses enfants, parce qu'elle pensait après les prendre, ses enfants, en aucun cas qu'ils restent avec Andrew, les laisser chez une de ses tantes, hein, si je me souviens bien. Et donc, et là, Andrew, quand il reçoit ce courrier, c'est même pas la peine. Là, il est revenu tout de suite, puis il a dit non, c'est terminé. Il a dit les enfants ils ne bougeront pas d'ici. Et là, voilà, ça c'est, là c'était, elle est folle. Bah, à cette époque-là, bien sûr, on peut pas. Quitter, demander le divorce. Je veux dire, c'est même pas pensable. Aujourd'hui, déjà, quand tu fais des choses qui sont un petit peu, même dans notre époque, on passe par là, tu fais partie d'une secte où tu as des problèmes, etc. Donc là, à cette époque-là, c'était même pas pensable, quoi. 14 ans, quand même, de mariage, 5 enfants. Là, elle a 35 ans au moment Oui, où ça arrive. tout à fait. Donc, et 14 ans de mariage. Donc 14 ans, 5 enfants, rien, pour lui, pour Andrew, aucune prémisse qui peut annoncer quoi que ce soit dans leur vie ou qu'il y ait une séparation, quoi que ce soit, parce que c'était toujours, on va dire, même trop peut-être Lisse. lisse. Hein. Et du coup, là, bah, c'est la bombe quand même. Hein. Donc là, c'est même pas la peine. Douche froide pour Andrew, donc Oui. interdiction de voir les enfants. Et donc, Eileen se retrouve dans l'impossibilité de voir ses propres enfants, ses 5 enfants. Donc coup dur, et elle n'a pas d'autre choix elle n'a rien, elle ne possède rien, qu'elle a quitté le giron familial. Elle se retrouve donc avec Sheena qui est malade, elle va devoir s'occuper d'elle. En même temps, Peter, lui, de son côté, eh bien, part en mission régulièrement parce qu'il est en Angleterre, certes, mais il se trouve toujours à la RAF qui lui demande de partir à droite, à gauche. Donc Aileen décrit qu'elle se retrouve prisonnière, Oui. assujettie à la merci de Sheena. Oui, tout à fait. On sent bien que c'est vraiment prisonnière parce que là, elle est plus, elle est pas chez elle. Elle doit servir. Elle qui a pas connu ça, c'est vraiment, c'est comme une bombe qui lui tombe sur la tête, quoi. En fait, c'est vraiment, il faut tenir. Hein. Il y a des moments où on sent bien que de toute façon, c'est limite. Hein. C'est vraiment. Alors voici ce que nous dit, Aileen. Tout était de ma faute. Je voulais mes enfants et pourtant je les avais quittés. Tout cela parce que j'étais amoureuse de Peter, cet homme puissant et extraordinaire. Jamais je n'avais connu un amour comme celui-ci. Mon cœur se serra quand je le regardais de l'autre côté de la pièce, assis auprès de Sheena. Mais bien vite, je frémis à nouveau à la pensée de ce que j'avais fait. Comment avais-je pu, moi surtout, me mettre dans une situation aussi inextricable? J'avais toujours eu des pensées très « comme il faut » entre guillemets sur le mariage. L'idée du divorce me choquait. Dormir avec un autre homme était impensable, et pourtant je l'avais fait. Quand cela m'arriva, je ne sus qu'une chose, c'est que j'étais amoureuse pour la première fois de ma vie et que je devais vivre avec Peter. Et maintenant ma punition était d'être séparée de mes enfants. Je n'avais pas pensé un seul instant que je les perdrais. Ils allaient croire que je les avais abandonnés et que je leur avais menti. Penny pleurait-elle, une de ses filles. Comment diable Jennifer a-t-elle pouvoir s'en sortir? Elle n'avait que 14 ans. Il m'était insupportable d'imaginer ce qu'elle devait traverser. Et maintenant, qu'est-ce que je faisais à Glastonbury? J'étais assise là, laissant ma détresse s'imprégner peu à peu de l'atmosphère paisible de ce sanctuaire, elle était dans une église, quand je me souviens de ces églises terrestres de mon enfance que j'avais tant aimées. Je commençais à prier de la seule manière que je connus. Est-ce que je peux lire après la petite, sa petite, Alors attends, quand on lui parle, sa petite voix en Ouais, fait, qui lui non. parle. En parlant à Dieu comme à une personne réelle, et je vis soudain le visage de mon père, bienveillant, fort et aimant, et je souhaitais qu'il soit avec moi. Il aurait compris et m'aurait dit quoi faire. Des profondeurs même de mon cœur, j'appelais à l'aide. Je n'avais que Dieu vers qui me tourner. Sois paisible et sache que je suis Dieu. La voix était tout à fait claire, et je me retournai pour voir qui avait parlé. Cela ne pouvait être que Peter ou Sheena, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. La voix était à l'intérieur de ma tête. Étais-je en train de devenir folle? Je restais assise sans bouger, rigide de peur, les yeux bien fermés. La voix continua. Tu viens de faire un très grand pas dans ta vie. Si tu suis ma voix, tout sera bien. Je vous ai rassemblés, Peter et toi, dans un but très spécial et pour accomplir une tâche spécifique. Vous travaillerez comme si vous n'étiez qu'un. Vous vous en rendrez compte encore plus avec le temps. Il y en a peu qui ont été réunis ainsi. N'aie aucune peur, car je suis avec toi. Quand nous sortîmes de la chapelle, je dis en tremblant,
Je viens d'avoir une expérience bizarre et terrible. J'ai entendu une voix qui me parlait. C'était à l'intérieur de moi. J'ai peur de devenir folle. » Je racontais tout à Peter et à Sheena, m'attendant à ce qu'ils me traitent de névrosé et me rejettent. Au lieu de cela, ils m'écoutèrent attentivement. « C'est merveilleux, Aileen !» s'exclama Sheena quand j'eus terminé. « Cela confirme tout. Maintenant, je suis certaine que c'est Dieu qui vous a réunis, Peter et toi. » J'étais épouvanté. Selon moi, il n'y avait vraiment pas de quoi être excité. Voilà pour la petite information. C'est la première fois donc où Aileen entend sa voix. Et là, elle se dit, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui me parle? Et elle dit, elle dit qu'elle regarde, elle ouvre les yeux, puis elle regarde tout autour d'elle, on voit qui est-ce qui me parle, quoi? C'est quoi? C'est en dehors, c'est dedans, et ça continue à lui parler. Donc là, c'est vraiment quelque chose quand même d'extraordinaire. Et elle s'aperçoit qu'effectivement, ben là, je pense que c'est là qu'elle commence à prendre conscience et que elle va obéir, entre guillemets, si on peut dire obéir, hein. Ah bah, de toute façon, elle n'a pas le choix. À cette petite voix. Oui, mais d'une part, elle a cette petite voix, et Sheena va lui demander tous les jours, plusieurs fois par jour, à noter ce que la voix lui dit. Et en même temps, de toute façon... lui rapporter. Oui, tout à fait. Et de surcroît, Sheena va être là à briser toutes ses défenses, tout son ego, de sa petite personnalité, de cette femme qui finalement se plaint, gémit sur son sort, du fait qu'elle ne verra plus ses enfants, et c'est vrai que c'est catastrophique, qu'elle-même elle culpabilise, comme je viens de le lire, hein. On voit bien qu'elle se dit « mais qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Moi qui pensais bien faire ». Pour le coup, coucher avec un homme alors que jamais j'aurais pu, divorcer alors que ça se faisait pas, ne plus voir mes enfants, c'est pire. Et je me retrouve prisonnière parce que je n'ai aucun bien matériel, à vivre avec l'ex-compagne de mon petit ami. Enfin, le 1950. Oui, non, on se dit là, même aujourd'hui en même temps, ouais. C'est quand même assez. Là, on se dit waouh. C'est surréaliste. Et de surcroît, j'entends une voix qui me dit que tout est bien et que c'est parfait là où je suis. Oui, tout à fait. Et là, la petite voix lui dit quand même d'obéir et de faire ce que Sheena lui demande. Donc là, c'est dur quand même, hein. Elle me demande de me lever tous les matins, de lui rapporter. Alors au départ, on dit bien qu'elle a du mal quand même, hein. Et Sheena lui dit, Dieu aime la perfection et veut que ce soit, tu dois te lever à 6 heures, c'est 6 heures. Tu ne dois pas être en retard. Donc elle apprend au fur et à mesure, on s'aperçoit malgré les difficultés qu'après elle était presque en avance. Mais qu'elle arrivait, parce qu'à force d'être cassée, que son ego soit cassé, eh ben, au fur et à mesure, après, elle sait qu'après c'est la guerre, que de toute façon, elle est bien obligée de... Elle sera perdante. Elle sera perdante. Donc, il est mieux faire... On s'aperçoit quand même tout le long de son livre qu'il n'y a jamais eu d'affinité quand même entre ces deux femmes, quand même, hein, jamais. Alors qu'on voit que, a priori que Sheena, on s'aperçoit qu'à un moment donné, Sheena, on peut dire, a dévié. Un petit peu, hein, déviée. Hein, je crois qu'elle était plus dans l'écoute de Dieu. Elle est tombée. Mais on voit quand même que, avant ça, quand même, elle était avec d'autres personnes qui l'appréciaient. Mais qu'entre elles deux, ça ne le faisait pas, quoi. Hein. Mais quand on voit la suite, après, on se dit oui. On peut comprendre en même temps. Hein. Tu voulais lire un passage parce que non, tu l'as lu. C'était ce que je voulais dire et tu n'avais pas la même chose. Alors, j'en ai une dans la continuité de l'histoire. Donc là, c'est... Dieu qui s'exprime à travers Aileen. Mon enfant bien-aimé, essaie de saisir la trame de tout ce qui t'arrive en ce moment. Chaque expérience, chaque vision, chaque révélation vient de moi et t'est donnée dans un but précis. Il se peut que tu n'en vois pas la raison sur le moment. Il se peut que devant l'étrangeté d'une situation, tu ailles jusqu'à douter de ta santé mentale. Apprends à couler avec tout ce qui se passe. Ne résiste absolument à rien. N'aie peur de rien. Ta foi dans ma parole est testée. Tu dois découvrir où réside ta sécurité. Rien n'a d'importance en dehors de ta relation avec moi. Place toute ta vie entre mes mains. Je suis ta seule sécurité. Laisse-moi être ton guide et sache que, même si le chemin est tortueux, tout se met en place parfaitement. Mon amour pour chacun de vous est si grand que je ferai tout pour affermir votre loyauté envers moi, et non pas envers quelque chose ou quelqu'un d'autre. Je trouve ce message-là, enfin moi, bien entendu, je l'ai pris pour moi. Bien sûr, je crois qu'on peut le prendre que pour soi. Et en même temps, ça veut dire, voilà,
c'est abnégation de soi pour être dans ce qui est juste en même temps, hein, d'être dans la voie du divin. Parce que si on est dans la voie du divin et on avance, quand on a fait un petit bout de chemin, on s'aperçoit que c'est juste. Mais il y a toujours ce petit mental là, qui est là, qui lui, qui c'est qui me commande ici là? C'est pas possible, je veux contrôler ma vie, c'est notre contrôle en fait. Mais là, on s'aperçoit que c'est quand même, c'est abnégation de sa personne, tout simplement, hein. Ouais, être soi à mon service, Oui, pleinement, oui. et ne cherche pas à comprendre. Chaque chose à sa place, tout est parfait, et laisse couler, ne retiens rien. Eileen Cady, alors je vous l'appelle, Eileen, Eileen, Cady, L'envol vers la liberté aux éditions Fortuna. On va se faire une première respiration, parce que ça fait déjà quasiment 1 heure maintenant, ça passe vite. Ça passe vite, mine de rien. Donc, avec moi ce soir, pour en parler, Rosita Colmenero, parler de ce livre que nous vous invitons ce soir à peut-être découvrir. En tout cas, j'avais déjà entendu parler de Findhorn, de cette communauté en Écosse, mais jamais je n'avais entendu parler réellement de ceux et celles qui avaient créé cette communauté, donc Eileen et Peter Cady. Et c'est intéressant, si un petit mot avant la page, c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Oui, la petite voix, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, on va dire aussi, de cette communauté de Fernhord qui a été faite. Mais Hélène Cady, non. Vraiment, sa biographie, non. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Il faut dire vraiment quand c'est venu. Tout le monde a de l'importance, mais en même temps, là, elle a un rôle quand même. Si Hélène Cady n'était pas là, ça serait pas fait de la même façon, parce que c'est par rapport à sa petite voix que tout s'est construit en même temps, hein. Donc bon, ce rôle était quand même très important. Celui de Peter aussi, mais elle aussi. Oui, tout à fait. Bah, ils sont un Puis elle a du duo mérite tous les là, deux, il faut quand même en parler, je pense, hein, par rapport à tout ce qu'elle a traversé. Mais respect. Je pense, mais voilà, respect, tout déjà, à fait. quand on regarde déjà nos vies, qu'on se plaint en fonction de ce qui nous arrive, Oui. avec celles peut-être qui nous suivent depuis le début et de ce qu'on a, parce qu'on retransmet, hein, mais rien ne vaut le livre, bien évidemment. Je Une pense fois qu'il que vous faut le lire plongez et dans le le livre, relire, voilà, hein, parce exactement. que ça nous porte, ça nous transporte, et je pense qu'à travers ses mots et son message, ça nous ouvre des portes en même temps, donc c'est extraordinaire. Un livre qui nous a marqué tous les deux et dont nous souhaitons vous faire partager cette nuit. C'est vrai que c'est un modèle à travers les valeurs qu'elle a incarnées et puis en même temps de voir tout ce qu'elle a pu traverser. Elle-même en est la première surprise.